Dans les années 1870, apparaît une nouvelle vague d'économistes, qu'on appellera les néoclassiques, qui utilisent des formulations mathématiques, avec l'idée qu'il est plus simple, plus pratique de s'exprimer avec des équations et qui donne une caution scientifique à la discipline. Les néoclassiques sont nouveaux et ils ne prennent pas de front les classiques, ils s'inscrivent dans leur continuité. Ils partagent notamment avec eux l'idée de l'importance du marché dans le fonctionnement de l'économie. L'affectation des ressources va être optimale en situation de concurrence pure et parfaite. Ils démontrent le rôle essentiel du système de prix comme mode de coordination des activités économiques. Les néoclassiques cherchent par la démonstration mathématique à prouver en fait que la main invisible du marché, sous conditions de concurrence pure et parfaite, est la meilleure garantie de l'optimum social. La question centrale à l'époque des néoclassiques est moins celle du trop d'hommes, question qui taraudait Malthus, que celle des débouchés. En fait, il y a beaucoup de production dans les années 1870-1880 du fait du progrès technique, et on se demande s'il y aura suffisamment de demandes. Un économiste est associé au principe de définition des prix. C'est William Stanley Jevons qui apporte la mathématisation de l'économie et qui montre que le prix n'est pas, comme le pensaient les classiques, uniquement la hiérarchisation des coûts de l'entrepreneur, donc ça serait une vision uniquement tournée vers l'offre, puisqu'il y a également la demande, qui représente les préférences du consommateur, qui va se confronter à l'offre. Donc un bien très demandé va voir son prix augmenter et inversement. C'est de cette confrontation de l'offre et de la demande que naît un système de prix. Deux économistes sont également associés à ces idées. Alfred Marshall, qui est le théoricien de l'équilibre partiel, c'est-à-dire de l'égalité offre et demande sur un marché, et Léon Walras, qui est le théoricien de la confrontation de l'offre et de la demande sur l'ensemble des marchés, qu'il va appeler lui l'équilibre général. À partir d'une modélisation de la demande et de l'offre, il va calculer un équilibre de l'ensemble de l'activité économique au travers d'un système de prix. Il y a un équilibre simultané entre les offres et les demandes sur tous les marchés. Walras a montré l'interdépendance des différents marchés. L'équilibre entre l'offre et la demande d'un bien dépend du prix de ce bien, mais également du prix de tous les autres biens. Pour prendre une image parlante, Walras prend l'image d'un commissaire-priseur qui proposerait des prix et recueillerait les offres et les demandes à ces prix, puis chercherait en fait en tâtonnant les prix d'équilibre, c'est-à-dire ceux qui égalisent les offres aux demandes prises dans leur ensemble. Avec cette image, Walras veut montrer que le système libéral concurrentiel est le meilleur système car il procure les meilleurs résultats pour chaque individu. Pareto reprendra ce point pour définir l'optimum. Dans leur article de 1954, Kenneth Arrow et Gérard Debreu vont conférer à la théorie de l'équilibre général la forme mathématique rigoureuse qu'elle conservera par la suite. Mais l'école néoclassique rencontre des difficultés politiques avec la Première Guerre mondiale. On n'était pas censé faire la guerre avec ses voisins. La guerre va injecter de telles quantités de monnaie en circulation, sous forme de bons du trésor et de papier-monnaie, qu'on ne peut plus considérer que la monnaie est neutre. Et donc il y a une réflexion à construire sur le rôle de la monnaie et sur le rôle de l'inflation. C'est dans ce contexte de la Grande Dépression des années 1930 que Keynes se fait connaître. La Grande Dépression des années 30 se caractérise par une forte montée du chômage et traduit l'échec intellectuel des économistes classiques et néoclassiques. Keynes dit que concrètement, le marché n'a pas été capable de résoudre le problème du chômage. Il remet plus précisément en cause le mécanisme autorégulateur du marché, car les déséquilibres de marché sont probables et les crises peuvent être durables. Ça justifie pour Keynes que l'État garantisse à court terme le niveau des débouchés par des politiques économiques de relance, donc politiques budgétaires et politiques monétaires. Parallèlement aux travaux de Keynes, sont menées des politiques de grands travaux dans le cadre du New Deal, avec la création sous Roosevelt du Tennessee Valley Authority dès mai 1933. Basé initialement sur l'intuition de Roosevelt, Keynes va venir donner une caution théorique à ce New Deal. Keynes conteste la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say. C'est la demande qui crée l'offre et non l'inverse. En effet, les revenus liés à la production ne sont pas toujours consommés ou investis, mais peuvent être thésaurisés, c'est-à-dire qu'ils correspondent à une épargne non placée, d'où un déséquilibre potentiel épargne-investissement. Donc pour Keynes, c'est plutôt l'offre qui doit s'adapter à la demande anticipée, qu'il appellera demande effective. Le niveau de production et d'emploi va donc dépendre de la demande globale anticipée par les entrepreneurs. Pour rappel, dans la logique néoclassique, toute épargne est nécessairement investie, l'offre créant ainsi les conditions de sa propre demande. La crise apparaît donc impossible tant que les règles du marché sont respectées. Si l'épargne est supérieure à l'investissement, l'équilibre est restauré par la variation du taux d'intérêt à la baisse. Or, dans l'optique de Keynes, l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt tandis que l'épargne est une fonction croissante du revenu. Investissement et épargne ne dépendent donc pas des mêmes variables. On peut donc avoir un déséquilibre potentiel entre l'offre et la demande globale. On constate que les périodes d'inflation ont été plutôt favorables à la croissance économique. Alors pourquoi ? L'inflation, c'est une hausse durable et généralisée des prix, et donc elle fait perdre le pouvoir d'achat de la monnaie. Les agents anticipent que les prix vont continuer à grimper, et donc consomment immédiatement pour éviter d'avoir à subir les hausses de prix. Donc l'inflation a un effet dopant à court terme. L'école keynésienne se pose donc cette question simple, est-ce que l'inflation peut être un bon moyen de réduire le chômage ? Cet arbitrage entre l'inflation et le chômage est matérialisé par la courbe de Phillips qui met en relation le taux d'inflation et le taux de chômage.
Les politiques économiques conjoncturelles des 30 Glorieuses vont s'inspirer du modèle de Phillips en considérant justement qu'il existe un arbitrage entre l'inflation et le chômage. L'inflation va être le prix à payer pour se rapprocher d'une situation de plein emploi et le chômage va être le prix à payer pour lutter contre l'inflation. Vont ainsi être menées des politiques de relance qui réduisent le chômage au prix d'une inflation plus importante et des politiques d'austérité qui luttent contre l'inflation mais qui augmentent le chômage. Le nez roux qui apparaît sur l'axe des abscisses correspond au taux de chômage théorique qui n'accélère pas l'inflation, c'est-à-dire le taux de chômage qui assure une stabilité des prix. Le mécanisme sur lequel est fondée la découverte de Phillips est parfois appelé spirale prix-salaire ou boucle prix-salaire. Si le chômage baisse, alors il y a moins de concurrence entre les travailleurs et ces derniers disposent d'un meilleur pouvoir de négociation auprès des entreprises. Cela se traduit par une hausse de leurs salaires nominaux. En réponse à cette hausse des salaires, pour préserver leurs marges, les entreprises vont augmenter leurs prix. Voyant les prix augmenter, les travailleurs vont se rendre compte qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat et vont négocier à nouveau des hausses de salaire. Ce qui va se traduire à la fois par une augmentation des prix des entreprises pour préserver leurs marges et faire face à la hausse de leurs coûts. C'est pour cela qu'on parle de spirale prix-salaire, parce que les prix et salaires s'alimentent mutuellement. Keynes considère que le marché n'est pas en mesure de résoudre le problème du chômage, puisque dans une logique de marché, lorsqu'il y a du chômage, il faut baisser les prix, donc ici les salaires. Or, en baissant les salaires, la population s'appauvrit et on crée un mécanisme déflationniste. Les entreprises ne trouvent plus de débouchés, elles baissent donc les prix et elles ont donc besoin de réduire les effectifs parce qu'elles n'arrivent plus à faire face à leurs coûts, et donc alimentent à nouveau le chômage. C'est une situation de déflation où les salaires baissent, les prix baissent, les salaires baissent, les prix baissent. Pour Keynes, il ne s'agit pas d'en venir aux extrémités communistes de l'Union soviétique, mais de reconnaître un rôle à l'État, et son rôle est d'être un élément de la demande. L'enjeu, ça va être de maintenir les débouchés des entreprises par les dépenses publiques. Selon l'analyse keynésienne, une économie en dépression est le résultat d'une insuffisance de la demande. La demande publique doit donc se substituer à la demande privée en cas de récession, c'est-à-dire soutenir la consommation, mais surtout la demande des entreprises, c'est-à-dire l'investissement qui est le porteur de l'avenir. En ce sens, Keynes reste dans la logique néoclassique que l'investissement soutient le progrès technique et prépare l'avenir et la croissance. En cas de déséquilibre sur le marché, l'intervention publique peut donc venir en aide à une économie déprimée par le biais de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Une petite précision sur ces deux grandes formes de politique conjoncturelle, on dit aussi politique macroéconomique. Alors la politique budgétaire, elle repose sur la modification des dépenses publiques et des impôts pour influencer la dépense globale, alors que la politique monétaire, elle repose sur la variation de la quantité de monnaie en circulation pour modifier les taux d'intérêt et influencer la dépense globale. Keynes considère que face à l'augmentation de leurs débouchés, les entreprises peuvent réagir de deux façons, augmenter leur quantité ou augmenter leur prix. La gravité de cette dernière possibilité, elle est minimisée par Keynes car l'inflation assure ce qu'il appelle l'euthanasie des rentiers, c'est-à-dire que l'inflation détruit le pouvoir d'achat de ceux qui sont les détenteurs de dettes publiques et qui ont des revenus sans travailler. Keynes ne nie pas que le marché dispose de forces équilibrantes, mais il dit que l'ajustement par le marché prend trop de temps et que la crise peut s'installer durablement. C'est pourquoi il recommande des interventions immédiates sur l'économie en cas de récession, puisque, pour reprendre son expression, à long terme nous serons tous morts. Les principaux opposants de Keynes sont les monétaristes, dont la figure la plus connue est Milton Friedman. Pour ce dernier, l'inflation n'est pas une solution car elle crée des problèmes futurs, et la politique économique va être génératrice d'inflation. Les monétaristes s'appuient sur la théorie quantitative de la monnaie. La quantité de monnaie en circulation a un effet direct sur les prix, et donc trop de monnaie en circulation entraîne l'inflation. En fait, pour les monétaristes, la masse monétaire doit augmenter à un taux qui correspond à la hausse de la production. Toute hausse de la masse monétaire qui dépasse le taux de croissance de la production va être inflationniste. La courbe de Phillips initiale impliquait qu'en acceptant une forte inflation, il était possible de maintenir un taux de chômage très faible en permanence. Cet arbitrage entre inflation et chômage a été remis en cause par Friedman et Phelps en 1968. Pour eux, ce genre d'arbitrage n'est possible qu'à la condition que les agents sous-estiment systématiquement l'inflation dans leurs anticipations, ce qui n'est pas possible éternellement. La logique est celle-ci, en cas d'inflation, les salaires réels diminuent car les agents disposent de moins de pouvoir d'achat, mais ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. Le facteur travail étant moins coûteux, les entreprises vont donc embaucher et le chômage va diminuer à court terme. En fait, on passe du point A au point B sur le graphique. Mais les agents finissent par se rendre compte que leur pouvoir d'achat a baissé et exigent des hausses de salaires nominaux. Le coût du travail revient alors à son niveau initial et donc les entreprises licencient. On revient finalement au point de départ mais avec une inflation plus forte. Donc là, on est passé du point B au point C. Et ça, ainsi de suite. C'est-à-dire un passage du point C au point D, puis du point D au point E. À plus long terme, les agents anticipent que l'inflation va être positive l'année suivante et ils demandent directement des hausses de salaires nominaux. Donc ils annulent tout effet sur le niveau de chômage. Donc l'idée sous-jacente de Friedman et Phelps est que si le gouvernement tentait de maintenir indéfiniment un chômage faible en tolérant une forte inflation, cet arbitrage disparaîtrait. En fait, le taux de chômage ne peut pas être maintenu durablement sous un certain seuil que Friedman et Phelps appellent taux de chômage naturel. Lorsque le chômage est au-dessus de son niveau naturel, l'inflation diminue, et lorsque le chômage est en dessous de son niveau naturel, l'inflation augmente.
Les faits ont donné raison à Friedman et Phelps puisque quelques années plus tard, au début des années 1970, la courbe initiale de Phillips a commencé à disparaître, laissant place à une augmentation simultanée de l'inflation et du chômage, qu'on a appelé la stagflation, alors inexplicable par la première version de la courbe de Phillips. En fait, la principale raison de la disparition de cette courbe de Phillips tient dans le changement de la façon dont les agents ont formé leurs anticipations. Comme le taux d'inflation était devenu durablement positif à la fin des années 60 aux États-Unis, alors qu'il était en moyenne nul lors de la première moitié du siècle, cette persistance de l'inflation a conduit les salariés à réviser leur mode de formation des anticipations, puisqu'il était devenu en fait systématiquement faux de penser que les prix de demain seraient égaux à ceux d'aujourd'hui, et donc les agents ont commencé à penser que si l'inflation avait été forte cette année, elle le serait aussi l'an prochain. Ils ont donc négocié des hausses de salaire en anticipation de l'inflation future, ce qui a créé une boucle prix-salaire. En conséquence de quoi, les politiques de relance et de lutte contre le chômage sont inefficaces, elles ne peuvent produire que des effets de court terme et risquent d'accroître l'inflation. Friedman compare ainsi l'inflation à l'alcoolisme, elle provoque un effet dopant à court terme mais entraîne des effets nuisibles à long terme. Dans une dernière partie, nous allons aborder les principaux travaux des écoles de pensée économique contemporaines des années 1970-1980 que sont la nouvelle macroéconomie keynésienne et la nouvelle économie classique. Les années 1970 se caractérisent par un rejet du keynésianisme et de la synthèse néoclassique. La synthèse néoclassique, elle était issue de l'intégration de certaines théories de l'école néoclassique au keynésianisme. La nouvelle économie classique s'inscrit justement dans cette école néoclassique. Elle propose des modèles macroéconomiques qui reposent sur des fondations microéconomiques. Elle prône une intervention minimale de l'État dans le système économique. Robert Lucas critique les modèles macroéconomiques qui sont issus de la synthèse néoclassique. Pour lui, ces modèles n'ont pas de fondation microéconomique, ils ne prennent pas en compte la rationalité individuelle des agents. Et donc, ces modèles vont être incapables de prendre en compte les réactions ou les anticipations des agents après l'annonce d'une politique économique. Ce ne sont donc pas de bons outils de politique économique. C'est ce qu'on a appelé la critique de Lucas. Donc l'économie keynésienne ignore les implications des anticipations des agents sur les comportements, et pour Lucas, une meilleure façon de procéder, c'est de supposer que les agents forment leurs anticipations aussi rationnellement que possible, avec pour fondement toute l'information dont ils disposent. Le problème des modèles macroéconomiques keynésiens est qu'ils ne tiennent pas compte du changement dans la manière dont les agents forment leurs anticipations, ce qui en font des outils médiocres pour concevoir la politique économique. En effet, toutes les variables sont supposées dépendre des valeurs passées et présentes des autres variables. Mais si les politiques doivent changer, la façon dont les agents forment leurs anticipations va aussi changer, ce qui va rendre peu fiable l'utilisation des modèles macroéconomiques keynésiens. C'est l'exemple typique de la courbe de Phillips. Les données récoltées jusqu'au début des années 70 avaient suggéré l'existence d'un arbitrage entre l'inflation et le chômage, mais quand les politiques ont tenté de l'exploiter, cet arbitrage a disparu, puisque les salariés se sont mis à anticiper la hausse des prix futurs et exiger des hausses concomitantes de salaires nominaux, ce qui a donné lieu à une augmentation simultanée, on l'a vu, de l'inflation et du chômage. Lucas prône donc des modèles qui intègrent les anticipations rationnelles des agents. Et historiquement, l'idée que les anticipations rationnelles étaient une bonne base de travail s'est imposée. Finalement, c'était un point de repère naturel jusqu'à ce que les économistes aient progressé dans l'étude des anticipations effectives des agents. On fait l'hypothèse qu'en moyenne, les agents ne commettent pas d'erreurs. Alors plus précisément, l'hypothèse d'anticipation rationnelle repose sur la réalisation simultanée de 3 conditions énoncées par Walliser en 1985. D'abord la condition de transparence, l'agent possède une spécification correcte du système dans lequel il est inséré, y compris ses aléas. Deuxièmement, la condition d'omniscience, l'agent dispose d'une information parfaite et complète sur les valeurs passées de toutes les variables. Troisièmement, la condition d'efficacité, l'agent anticipe au mieux, compte tenu de ces informations, la valeur future des variables considérées. Donc si l'on retient l'hypothèse des anticipations rationnelles, seuls les mouvements non anticipés de la masse monétaire peuvent avoir un impact sur le produit. Les variations prévisibles de la masse monétaire n'ont pas d'effet sur l'activité économique. En opposition à la nouvelle économie classique, la nouvelle macroéconomie keynésienne est un courant de pensée économique né dans les années 1980. Héritière du keynésianisme, elle cherche à améliorer la synthèse néoclassique en lui fournissant notamment des fondements microéconomiques solides. Cette école se fonde ainsi sur une explication de la rigidité des prix. Les nouveaux keynésiens, contrairement à la nouvelle économie classique, ne croient pas que les marchés s'équilibrent rapidement et automatiquement en suivant la loi de l'offre et de la demande. La nouvelle économie keynésienne soutient que les marchés ne peuvent être parfaits car ils sont nécessairement marqués par l'asymétrie d'informations, c'est-à-dire que certains agents disposent de plus d'informations que d'autres. Les agents économiques ne sont pas omniscients et ont une capacité de discernement imparfaite, ce qui entraîne des imperfections de marché. À partir de ce postulat, la nouvelle économie keynésienne peut théoriser la notion de sélection adverse et d'aléa moral. Je ne vais pas approfondir ici, mais en un mot, la sélection adverse correspond à une information cachée, donc c'est un opportunisme ex ante, alors que l'aléa moral correspond à une action cachée, c'est un comportement caché, c'est un opportunisme ex post. En plus de ces asymétries d'information, les salaires et les prix ne sont pas flexibles mais visqueux, ce qui signifie qu'ils requièrent du temps pour être modifiés. Ces rigidités ont fait l'objet de recherches, notamment celle d'Akerlof qui s'est intéressé aux imperfections des marchés. Ils mettent en avant notamment des rigidités nominales, c'est-à-dire un échelonnement des décisions de prix et de salaire, en raison de coûts de menu.
Il n'y a pas de synchronisation immédiate des décisions de fixation des prix et des salaires, ce qui peut conduire le produit à s'écarter longtemps de son niveau naturel. Alors pourquoi les comportements de fixation des prix et de salaires ne sont pas ajustés plus souvent? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas révisés par exemple toutes les semaines? C'est l'image des coûts de menu. Pour chaque agent qui doit fixer son prix ou son salaire, le moment et la fréquence des changements de prix vont être sans importance. Par exemple, pour un magasin, changer les prix sur les étalages tous les jours ne modifie pas beaucoup son profit. Donc même de faibles coûts d'ajustement, en temps ou en argent, par exemple les coûts engagés pour imprimer un nouveau menu, pour reprendre la métaphore, peuvent conduire à des changements de prix échelonnés, irréguliers et rares. Des décisions avec peu d'effets au niveau individuel peuvent générer des effets agrégés conséquents. Cela explique l'ajustement lent du niveau des prix et des fluctuations importantes du produit en réponse à des variations de demande. Sur le marché du travail, la nouvelle économie keynésienne explique la difficulté à atteindre l'équilibre par des rigidités qui sont dues à la fixation par les entreprises de salaires qui ne correspondent pas à la productivité du salarié. En 1984, Shapiro et Stiglitz créent le concept de salaire d'efficience. L'asymétrie d'information subie par les employeurs au sujet de la productivité des employés les incite à fixer un salaire supérieur à celui qu'ils devraient recevoir pour les inciter à travailler au mieux. La rémunération, elle est vue comme un élément de motivation, dans le sens où les hausses de salaire devraient entraîner une hausse de la productivité. Des salaires trop bas peuvent au contraire inciter les travailleurs à des comportements tir au flanc, mais aussi entraîner des difficultés à recruter et à conserver les bons travailleurs. On explore alors des problèmes qui étaient restés dans le champ de la sociologie et de la psychologie. Ces salaires d'efficience affichent des niveaux de rémunération qui ne correspondent pas à l'équilibre néoclassique sur le marché du travail dans une logique de motivation des salariés. Ainsi, les coûts de menu et les salaires d'efficience expliquent pour la nouvelle économie keynésienne pourquoi les marchés ne s'autorégulent pas rapidement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui dresse un bref panorama de l'histoire de la pensée économique et vous disposez des sources bibliographiques dans cette slide. A bientôt sur Focus.